Salut, c'est Ambroise de chez Bim. Alors, on est très content que Darfim Babour ait été aussi partagé, aussi vu, donc vraiment merci à tous, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours sur son travail, donc vraiment merci à tous. Je suis le réalisateur de la vidéo Darfim Babour. Et donc dans cette vidéo, on va parler vraiment de l'écriture du film et en particulier de la relation avec la bande dessinée originale de Marcel Gottlieb. Je vais essayer de vous expliquer comment en tant que cinéaste, je suis passé d'une bande dessinée à un film, qui sont deux arts très très différents, hein, c'est pas du tout la même écriture. Donc on fera une autre vidéo ensuite dans laquelle on parlera des coulisses de la fabrication, vraiment en plus en mode making of du film. Mais pour le moment, c'est vraiment sur l'écriture et c'est parti. Pourquoi on a fait ce film? Alors Darfim Babour, ça parle de quoi en deux mots? Ça parle de la spectacularisation de l'information, hein, de la façon dont les médias nous présentent les actualités un peu comme un divertissement, comme un spectacle, et comment nous, on reçoit tout ça avec un comportement quasiment de spectateur en fait. Et donc c'est pas du tout un film qui a pour but de dénoncer, mais simplement d'identifier un phénomène et d'identifier un comportement, hein, l'évolution de notre comportement face à cette espèce de présence médiatique. Hein, c'est très très important d'identifier les choses puisque c'est la seule façon de pouvoir les appréhender, de vivre avec et de éventuellement les combattre. Moi, c'est ça que je voulais faire en tant que cinéaste, c'était parler de ça, parce que à chaque fois que je vois passer une crise humanitaire, par exemple le tsunami en Asie du Sud-Est ou encore le Népal récemment, et puis toutes les famines, Somalie, Darfour, il y a eu Haïti aussi, je remarque qu'on en parle beaucoup et puis à un moment on arrête d'en parler complètement. Alors je me suis posé la question, pourquoi est-ce que c'est réglé cette histoire? En fait non, évidemment, ça veut juste dire que la période d'exposition médiatique d'une crise humanitaire n'est pas la même que la durée de la crise elle-même. Et la bande dessinée de Gottlieb parle de ça. Justement, elle a été vraiment le point de départ de Darfim Babour, car j'ai voulu vraiment conserver sa structure, même si on a changé l'ordre des choses, et j'en ai rajouté d'autres, mais on a voulu conserver ça, et surtout conserver le souffle de la bande dessinée de Marcel Gottlieb. Si vous connaissez pas Gottlieb, vous avez beaucoup de chance parce que vous allez le découvrir. Donc c'est un maître de la bande dessinée, incontesté, hein, il est toujours en vie. Il a beaucoup été très actif dans les années 60, 70, 80. Il a influencé des générations de dessinateurs. Et en fait, Gottlieb, son truc, c'était de raconter en deux planches, la plupart du temps en noir et blanc, des histoires un peu loufoques, des animaux qui parlent, nous présenter des choses du quotidien, des personnages récurrents, un professeur bizarre, enfin vraiment toujours nous faire rire sans jamais être vulgaire. Donc bref, c'est une référence extraordinaire en termes d'humour, mais pas que, puisque un jour en 74, Gottlieb a sorti une planche qui s'appelle Désamorçage, et qui parlait justement de cette relation entre les médias et les spectateurs, enfin nous quoi, au moment d'une crise humanitaire majeure. Et la BD parle d'un pays qui s'appelle le Biafra-Galistan, puisque à l'époque, le Biafra est un pays qui existe vraiment, une région qui existe vraiment, souffrait d'une famine terrible, et c'était la première fois qu'on médiatisait vraiment une famine, qu'on voyait des images d'enfants mourir de faim, et c'est lors de cet épisode qu'a été créé Médecins sans frontières notamment. Donc Gottlieb réagit à tout ça. C'est une bande dessinée du genre qui vous marque beaucoup, qu'on peut pas oublier, hein, c'est quelque chose qui reste vraiment en tête, un peu comme la performance de Ben Affleck dans Armageddon. Or, entre la bande dessinée et le film, il y a 40 ans. Ce sont deux époques différentes, mais qui se sont toutes les deux inquiétées de l'importance que prenaient les médias dans leur vie. C'est-à-dire que, pour vous situer, en 74, il y a que 3 chaînes de télévision qui existent, et déjà, Gottlieb s'interroge sur la surmédiatisation des choses. Alors aujourd'hui, ça nous fait rire puisqu'on a des centaines de chaînes, on a des réseaux sociaux, on a des smartphones, on a accès à l'immédiateté, à l'image en permanence. Donc on voit bien que dans des proportions radicalement différentes, on a aussi aujourd'hui envie de s'interroger sur cette dynamique très similaire aux années 70, mais dans des proportions encore une fois très différentes. Donc ça c'est le thème. Maintenant on va parler de la forme et en deux mots, l'écriture d'une bande dessinée et l'écriture d'un film c'est pas du tout la même chose parce que la BD c'est un art extraordinaire, le plus important selon moi, parce qu'il laisse une part active au lecteur. C'est-à-dire quand on lit une bande dessinée,
Il y a des ellipses entre chaque case, hein, les cases sont immobiles, et le lecteur peut faire le lien entre chaque case lui-même et imaginer ce qui va se passer, alors que quand il regarde un film, il est totalement passif, puisque la durée du film est fixe, alors qu'une bande dessinée, on peut la lire plus ou moins vite. Donc ça, c'est une première chose. Il y a aussi tout simplement la question du mouvement. La BD, c'est totalement immobile, alors que le cinéma, c'est du mouvement. On est prisonnier du mouvement, on est obligé de montrer les choses, on peut pas faire des ellipses comme ça. Un cinéma en grec, ça veut dire mouvement d'ailleurs. Et enfin, la bande dessinée laisse aussi au spectateur le soin d'imaginer tout ce qui manque, tout ce qui n'est pas dit. Par exemple, la voix des personnages. Dans le cas de la bande dessinée de Gottlieb, d'imaginer les décors, puisque Gottlieb détestait dessiner les décors, ni les couleurs, parce que la BD est en noir et blanc. Et ça, quand on fait un film, on est obligé de le montrer, puisque le cinéma est un art très très objectif. Et je suis obligé de me dire, attends, mais dans quel décor on est, de quelle couleur sont les arbres, les vêtements des gens, s'il y a un figurant derrière, qu'est-ce qu'il a comme accessoire à la main, et tout ça, on est obligé de le dire, on est obligé de faire des choix en permanence au cinéma. Donc d'une certaine façon, il a fallu remplir les espaces entre guillemets laissés par la bande dessinée, et faire des choix et donc créer des nouvelles choses. Et donc ces nouvelles choses qu'on a apportées allaient devenir des éléments qui allaient vivre leur vie et parfois devenir des éléments carrément centraux du film. Donc si on s'était dit on va filmer chaque case de la bande dessinée en faisant dire aux comédiens le texte qu'il y a exactement dans les bulles, ça n'aurait eu aucun intérêt. Ça aurait été un exercice de style chelou, sans aucune cohérence et complètement à la merci d'un art qui n'est pas le sien. Ça aurait été un film vraiment bizarre. C'est important à mon avis, et moi c'est ce que j'ai dû faire pour transposer la bande dessinée, c'était de complètement la trahir en fait, de l'oublier, de la laisser derrière moi et de me concentrer sur l'objet filmique et de me concentrer sur la cohérence de l'objet filmique et son intégrité. Et ça c'est très très important. Concrètement, comment j'ai fait? Au début, j'ai écrit un scénario à partir de la bande dessinée, bête et méchant. Ensuite, j'ai fermé la bande dessinée, je l'ai mise de côté. Et j'ai relu mon scénario en me disant, bon, bah, si c'était vraiment un film, qu'est-ce que je ferais? Donc, j'ai rallongé des répliques, j'ai rajouté des personnages, j'ai créé des nouvelles séquences. J'ai orchestré ça différemment, j'ai imaginé le son qui allait avec. Et à la fin, au bout d'un moment, j'ai eu un scénario qui me paraissait parfaitement cohérent, intègre, indépendant de la bande dessinée, et donc, quelque part, prêt à être tourné. Ça n'empêche pas qu'on reprenne des éléments de la bande dessinée, évidemment, puisque certains éléments, s'ils s'intègrent parfaitement aux deux arts, eh ben, autant les conserver entre guillemets, différemment bien sûr, mais ça ne nous a pas empêché de garder pas mal d'éléments de la bande dessinée à notre façon. Côté écriture, j'avais identifié 3 travaux à accomplir. Actualiser le propos, montrer l'action et lier l'ensemble. Donc je m'explique. Alors, actualiser le propos, ça veut tout simplement dire ancrer le récit dans notre monde contemporain, avec les codes de notre monde, de notre époque, hein, avec les médias, les stars, les buzz, le bruit, les divertissements, les gens anonymes, les profiteurs, enfin vraiment en faire un récit d'aujourd'hui. Montrer l'action, ça veut dire donner vie à cette dimension, on agit collectivement, hein, qu'on voit pas du tout dans la bande dessinée, mais c'était vraiment important pour moi de montrer le mouvement de foule et l'engouement de tout le monde pour le Darfim Babour. Qui est notamment montré avec la création qu'on a fait pour le film du logo Darfim Babour au secours, qui est repris un peu partout, ça c'était un lien important. Et enfin, lier l'ensemble, ce qui veut dire donner sa cohérence au film, ce qui est pas évident quand on a une trentaine de mini-séquences comme ça de 20 secondes, et de lier vraiment le tout. Alors on aurait pu faire une espèce de zapping et de passer d'une scène à l'autre comme ça sans rapport, mais bon, ça aurait été un choix, moi ça m'intéressait pas du tout. Donc je voulais vraiment montrer le crescendo en fait de l'oubli. Et pour ça, un jour j'ai eu une idée, je me suis dit que c'était la bonne pour lier l'ensemble, c'était tout simplement l'idée de la musique. C'est-à-dire que dans le film, en gros, il y a 2 cases où on voit de la musique qui est composée pour le Biafro-Galistan, on voit les chanteurs puis les gens qui dansent sur cette chanson. Donc on allait faire ça, mais on n'allait pas s'arrêter à ces 2 cases. Parce que dans la bande dessinée, on s'arrête aux 2 cases, mais moi je voulais vraiment que la chanson, elle soit pendant toute la durée du film, du début à la fin, en instrumental, en extrait, que les gens la fredonnent, et qu'elle devienne une espèce d'incarnation, comme une ritournelle, de cette danse médiatique que tout le monde est en train de danser, même si on a l'impression d'être contre les autres, avec les autres, on est tous dans le même bain, c'est comme le grand cirque de la vie. Et cette chanson était importante parce qu'elle incarnait vraiment ce cirque et ce mouvement comme ça dans lequel on était tous ensemble. On a commencé par ça, on a composé la musique avant le film, avec Mehdi Major qui a composé une musique très bien, et du coup, quand on avait la musique, je me suis dit ça vaut le coup de lancer la production du film. Et 6 mois plus tard, on tournait les premiers plans de Darfim Babour et on se lançait dedans.
Donc ce que j'ai fait pour illustrer vraiment le passage de la bande dessinée au film, c'est que j'ai laissé le film courir du début jusqu'à la fin, et quand les séquences étaient inspirées d'une case de la bande dessinée, je mets la case de la bande dessinée à côté, comme ça on peut en parler et on voit concrètement de quoi il s'agit. Donc c'est parti, le logo et bim. Alors, le premier personnage qui est joué par Andrea est très important. Il a été créé pour le film puisqu'il incarne Monsieur Tout-le-Monde, qui va au boulot, qui conduit sur le périph', qui se fait un peu chier et qui écoute la radio pour se divertir. Et dès la première séquence, si vous écoutez bien, il y a ce vocabulaire vraiment de la distraction et du spectacle, puisqu'on parle d'un théâtre sans précédent, ou d'un spectacle sans précédent. Et c'est comme si on ouvrait les rideaux et que le spectacle allait commencer. Ce personnage est très important puisque il montre « Ah, c'est un spectacle qui m'intéresse » parce qu'il monte le son, et on le retrouvera à la fin du film où il dira à un moment « Bon, bah là, ça m'intéresse plus, je change la radio ». Donc voilà, c'était vraiment une entrée en matière très importante pour donner le ton du film. Et le côté où le spectacle va commencer. Alors, première comparaison, donc voilà, j'ai mis les cases sur la gauche. Ça, c'est la première case de la bande dessinée. On ne sait pas trop si c'est une introduction ou si Gottlieb nous dit que c'est dans un journal télé. En tout cas, on voit le pays et l'enfant qui meurt de faim. Donc ça, c'est les images classiques qu'on voit en cas de médiatisation. Donc l'enfant, on l'a repris pour une séquence journal télé, on l'a montré, avec la carte évidemment sur la droite. On l'a montré parce que c'est très important pour moi qu'on sache de quoi on parle. Au début, on a hésité à montrer plein d'enfants, et je me suis dit finalement, il faut en montrer qu'un seul parce que voilà, on sait que c'est des enfants qui meurent de faim en Afrique et c'est important. Après, on a mis dans la bande dessinée, il y a un seul présentateur. Nous, on en a mis plein pour montrer justement cette ronde de toutes les chaînes de télévision qui existent, qui s'enchaînent, qui parlent de la même du même sujet et qui accordent leur violon autour de « Ok, cette information est importante, on va tous en parler ». Et avec cette fameuse phrase prononcée, chaque jour, des centaines d'enfants meurent de faim. Comme quand l'orchestre a trouvé le La en même temps. Alors, cette phrase vient de la bande dessinée, exactement. C'est une idée extraordinaire de Gottlieb, de nous montrer ce texte qui dépasse de la case. Donc, on n'arrive pas encore à le lire en entier. Ça veut dire qu'on sent que quelque chose est en train d'arriver. Et ensuite, le texte recule petit à petit. On peut le lire complètement. Et puis, il recule encore. Et finalement, il a disparu. Donc ça, c'était une idée très cinématographique déjà dans la bande dessinée. Donc, on l'a évidemment gardé. On a changé, on l'a juste mis en mouvement. C'est-à-dire que le texte recule à chaque plan. Et on a ajouté le tic-tac sur chaque séquence où on voit le texte, pour dire que inéluctablement, l'oubli va arriver et qu'on ne peut rien faire contre ça. J'ai avec moi le médecin urgentiste. Alors voici la séquence de présentation du livre. Je voulais pas reprendre un personnage comme ça un petit peu universitaire avec une veste à carreaux, une pipe et tout. Moi, je trouvais ça important de prendre un personnage beaucoup plus baroudeur et comme s'il descendait vraiment juste de l'avion qu'il ramenait du Darfim Babour et qu'il arrivait sur le plateau. Il est sale, il se tient pas bien, il est fatigué. Et ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec, par exemple, quand un otage est libéré, un Français, et ben tout de suite, il descend de l'avion, et à peine il descend de l'avion qu'il est filmé, le mec a pas eu le temps de manger, de se doucher, j'en sais rien, et on veut, parce on demande en tant que spectateur aussi ces images, tout de suite, on veut l'immédiateté de l'information. Donc c'était important que le personnage soit beaucoup plus fatigué, qui reçoive le poids du Darfim Babour, que cela. On note aussi que dans la bande dessinée de Gottlieb, donc bon, je vais pas le faire à chaque fois, mais je vous invite vraiment à lire Gottlieb parce que on voit vraiment toutes les expressions, les visages, les traits, les mains, tout est extraordinairement bien dessiné et très agréable à lire. Tous les personnages du début de la bande dessinée ont une larme à l'œil. Ils sont très tristes. Or, c'est pas une émotion. On la voit ici encore. Alors, je sais pas si c'est cynique de la part de Gottlieb, s'il voulait dire par là qu'ils font semblant de pleurer, que ce sont des larmes de crocodile. En tout cas, je voulais surtout pas ça, puisque la tristesse, c'est pas un ton qui aurait marché dans le ton du film. Donc, moi, j'ai demandé vraiment à tous les personnages d'avoir beaucoup plus une attitude exaltée, inquiète, dans l'action, mais pas de la tristesse vraiment pure. Voilà, ils sont tous très excités, quelque chose est en train d'arriver, il faut que je me concentre, il faut que je parle. Avec ce regard caméra que je trouve très dynamique, où il s'adresse à nous comme pour nous faire culpabiliser. Un dernier petit mot sur les bulles. On n'a évidemment pas repris le texte exact de chaque bulle pour le faire durer au personnage, puisque la musique d'une bulle n'est pas la même que la musique en vrai qu'on filme. Donc les textes ont souvent changé, même si le thème reste a priori le même. Les éléments de langage changent, les mots changent, et voilà, ça, on a été vraiment obligé de faire un travail de transposition. Car nous sommes tous concernés. La séquence Facebook. Évidemment, séquence qui n'existait pas en 1974. Cette séquence n'aurait sûrement pas existé si on avait fait le film avant 2016.
fin 2015, puisque j'ai voulu la mettre en constatant, comme tout le monde, ce qui s'était passé après le 7 janvier, après les attentats du 13 novembre, avec les Je suis Charlie, les drapeaux de la France. On a vraiment découvert ce que c'était que cette histoire de prise de conscience collective, digitale, virtuelle pour certains, et c'était très emblématique pour moi et à mettre au début du film, parce que c'est à partir de là, selon moi, que tout le monde est informé et qu'on réalise l'ampleur de ce qui se passe, en comptant le nombre de partages, le nombre de vues, le nombre de gens qui en parlent dans votre fil d'actualité. Voilà. Dans la bande dessinée, c'était un rédacteur en chef d'un journal de presse qui disait on le met à la une. Mais je trouvais ça plus fort que ce soit une séquence Facebook où on voit que tout le monde a été touché de la même façon, a vu les mêmes images, et donc tout le monde peut-être même veut montrer à l'autre qu'il est impliqué, puisque s'il y en a beaucoup qui changent leur photo de profil, les autres veulent le faire aussi. Et c'est comme ça aujourd'hui que l'emballement médiatique marche aussi. Donc encore une fois le texte. Gottlieb a dessiné la plupart de ses personnages sur des plateaux télé, vous voyez, sans décor. Et ça, c'est un truc que je voulais pas parce que c'était trop statique. Aujourd'hui, on va souvent sur place pour filmer. On a des moyens de filmer très efficaces. Et ça fait partie de l'action que je voulais montrer. Donc d'être dans les bureaux de l'ONG vraiment. Alors cette séquence, ce personnage joué par David fait la liste des ingrédients recommandés. Évidemment, on voit la mobilisation, on voit le logo d'Arfim Babour au secours qui a été créé sur Facebook la séquence précédente. Hein, donc on essaie vraiment de lier les choses. Et pour le dynamisme, la voix de David continue sur les séquences qu'on voit, le couleur d'affiche. Très important couleur d'affiche puisque dans la bande dessinée, c'est la première fois qu'un personnage est indifférent à ce qui se passe. Il a toujours une petite goutte qui montre une certaine ironie, mais c'est une goutte au nez parce qu'il est enrhumé. Et lui, il fait juste son boulot. Il fait son job et il est détaché de tout ça. Et ça, c'est un personnage et une attitude qui m'a intéressé et que j'ai vraiment essayé de développer avec d'autres personnages plus tard dans le film. C'est tous les gens qui sont les satellites, pardon, hommage aux parasites, qui sont autour du Darfim Babour et qui gravitent autour de tout ça. Donc quand j'ai voulu imaginer cette séquence en fiche, je me suis tout de suite dit que ce serait bien de voir des passants et de voir comment les passants réagissent à cette affiche, tout simplement. Donc on a eu des passants qui étaient absolument indifférents à ces affiches et à ces bols de riz affichés. On retrouve encore une fois le logo d'Arfim Babour au secours qui est comme le symbole. C'est comme un pins. Je l'ai, ça veut dire que je supporte. La séquence avec les gens qui descendent dans la rue, donc la famille modèle qui emmène son enfant manifester. Encore une fois, on a vu beaucoup cette année des gens se mobiliser, descendre dans la rue, avertir. Ça fait partie de l'action, toujours, que je voulais montrer. Mais un spectre de réactions différentes, puisqu'on a la famille modèle et on a aussi les jeunes lycéens qui en profitent pour sécher les cours et pour aller faire les cons avec des panneaux je suis d'Arfim Babour. Ah, la séquence musique. Donc, pour la petite histoire, sur la case de la bande dessinée, la personne représentée n'est autre que George Harrison, membre éminent des Beatles, qui le premier a mobilisé des chanteurs connus pour récolter des fonds à des fins humanitaires. À l'époque, c'était pour le Bangladesh, qui connaissait une famine terrible. Et après, il a été imité par beaucoup de gens qui sont mobilisés. Alors ça peut être USA for Africa, Chanteurs sans frontières en France. Il y a aussi eu USA for Haïti. Il y a eu les Enfoirés d'une certaine façon. Et donc ce truc de se mobiliser en tant que star pour une cause humanitaire a été vraiment créé à ce moment-là. Et Gottlieb nous en parle. Comme je l'ai dit, je voulais vraiment que la chanson soit un élément central du film. Donc nous, on ne s'est pas juste amusé à faire chanter Darfim Babour, ou juste le refrain. On a vraiment composé la chanson en entier et on a tourné cette séquence pour montrer tous les chanteurs qui viennent ensemble. C'est pas... le but n'est pas de dénoncer ça. Hein. Encore une fois, le film n'est pas à charge. Moi, je trouve ça très bien que des chanteurs se mobilisent, ou des stars, des acteurs, des footballeurs, pour la bonne cause. La question, c'est plus... de constater avec ironie que la chanson est tout ce qui va rester cette crise. Puisque quand on arrêtera d'en parler, la chanson elle restera et les gens continueront à l'écouter et on continuera de chanter dessus. Et c'est ça qui est intéressant à identifier, quoi. Donc nous on a joué le jeu à fond avec des gens concernés, toujours les panneaux du Darfim Babour derrière et cette bande de copains stars qui chantent pour le Darfim Babour. Le footballeur est un personnage qui représente le grand capital. C'est-à-dire que dans notre monde, on
une image, ça se vend, hein, et c'est important de le savoir. C'est-à-dire que quand on est une star, on peut participer à des causes donc humanitaires très bien, mais on peut aussi être un produit marketing. Et là justement, l'ironie, c'était d'associer ce personnage à une marque de sport qui est pas forcément connue pour favoriser les conditions de travail des enfants. Et en même temps, lui, il a l'impression peut-être de faire quelque chose de bien. En tout cas, c'est vraiment l'amorce de la récupération par tout et n'importe quoi du sujet d'Arfim Babour, et qui va se développer encore et encore jusqu'à l'overdose complète. Ces personnages sont dans le prolongement du ballet des personnages qui collent les affiches tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont satellites à tout ça, ils sont des techniciens et ils regardent. Voilà. On s'est amusé à leur faire dire quand est-ce qu'on bouffe, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans le film, c'est la question de la nourriture, parce que quand même c'est ça la base du sujet d'Arfim Babour, c'est qu'il meurt de faim. Et dans notre société, dans notre monde, disons dans ce pays-là qui serait la France par exemple, dans leurs conditions, la faim n'est pas franchement un problème pour ces gens-là. Et du coup, c'était ironique de confronter vraiment la situation de base qui est des gens qui sont vraiment en train de mourir de faim, et ceux-là qui se posent la question, bon, qu'est-ce qu'on bouffe, à quelle heure, sushi, pas sushi, etc. Le petit journal, puisque c'est le petit journal qui est parodié, c'était important pour moi de mettre dans le film des émissions emblématiques de la télévision, et de montrer comment elles nous parlent, elles nous influent. Parce que ces émissions ont une audience très très importante. Donc il y a le petit journal, il y a le zapping, il y a Touche pas à mon poste. Et quand on a une audience importante, j'estime qu'on a forcément des responsabilités puisqu'on influe sur les gens. Alors c'est pas forcément facile à admettre, à accepter, mais c'est une réalité en fait. Et donc là, c'est la première fois qu'un personnage à la télé officielle se sert du Darfim Babour pour faire une blague, pour faire rire en fait. Parce que ce qu'on va dire avec tout ça, c'est que chaque émission a un public. Et chaque émission se sert du contenu qui est à la mode, de l'actualité à la mode, pour faire son contenu pour le public. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il y a déjà une distance qui s'est créée entre le sujet de la famine et « Ah bon, on a une heure à faire, on a 40 minutes d'émission à faire, de quoi on va parler ? Ah ben on va parler de ça à notre sauce. » Avec toute l'ambiguïté de l'émission du petit journal, qui se place en pourfendeur des grandes causes, qui défend des valeurs extraordinaires, qui se permet de faire la morale même beaucoup, alors qu'au passage, ils font quand même des montages de comme s'ils avaient 14 ans pour appuyer leurs propos. Donc c'est vraiment très très ambivalent. Moi j'ai beaucoup de mal à prendre ces gens au sérieux. Et voilà, il nous rappelle d'aller sur le site tout en passant par l'humour à chaque fois. Donc c'est évidemment aussi une parodie du petit journal qu'on avait envie de faire depuis longtemps. Le panneau qui continue à descendre. Alors le rédacteur en chef qu'on découvre pour la première fois dans le film, mais c'est déjà la deuxième fois en bande dessinée. Donc il n'a pas la même attitude exactement, c'est-à-dire que moi ça n'a pas de sens, je peux pas dire à mes comédiens est-ce que tu peux faire la même tête que le mec sur la bande dessinée, déjà c'est pas facile. Et en plus, ça va pas dans le ton du film. C'est-à-dire que là, je lui ai pas demandé d'avoir ce visage, de manger ça. Et Laurent est plutôt concerné, voire sérieux, parce que c'est ce qui marchait le mieux entre la séquence d'avant, celle d'après, et dans la cohésion du film. Donc encore une fois, toujours se détacher de l'original. On voit qu'il a derrière lui autant d'affiches de son journal que d'histoires qu'il raconte. Et que le Darfim Babour est peut-être encore une autre histoire qu'il va raconter, qui va être remplacée elle-même par d'autres histoires. On va le voir dans la séquence d'après. De la prochaine séquence du rédacteur en chef, c'est que Angela Merkel va être remplacée par Lionel Messi. Voilà, c'est ça. Bah oui, tu m'étonnes qu'il était temps. Grâce à vos dons, Encore un personnage que Gottlieb a présenté sur un plateau télévision, sans décor, sans rien, qui lui est chargé de dire ah, grâce à vos dons, tout s'est bien passé, etc., etc. Moi, je voulais vraiment aller sur le terrain, me dire que si aujourd'hui ça se passait, ben, à mon avis, on verrait quelqu'un depuis l'Afrique qui nous dirait oui, je suis là et merci pour vos dons. Alors, dans la bande dessinée, cette case apparaît vers la fin de la première planche, il y a 2 planches, et correspond un peu à la fin de l'emballement. Et après, ça devient plus que de la distance, des blagues, des références culturelles. Or, je voulais pas qu'il y ait cette rupture aussi nette dans le film, puisque, à mon avis, ça se fait sur une période beaucoup plus longue, et il y a encore des gens qui commencent à faire des blagues, quand il y en a encore qui sont très très sérieux, très engagés, et c'est ce choc vraiment des sensibilités sur la durée qui m'intéressait et que j'avais envie de filmer. Donc c'est pour ça que elle nous dit que c'est pas fini, qu'il faut continuer à s'investir, il faut surtout pas s'arrêter, même si petit à petit ça va s'étioler.
Et c'est pour ça aussi que cette séquence n'est pas du tout au même endroit que dans la bande dessinée. Voilà. Il s'agissait vraiment d'enrichir le propos des confrontations des sensibilités et du spectre des réactions, de vraiment enrichir tout ça. Avec notamment notre ami le podcasteur. Donc les podcasteurs, un peu comme les autres émissions, ont un public qui sont adolescents, voire ça peut être des enfants ou des nourrissons, et ils font un contenu plutôt lié à la forme qu'au fond, c'est-à-dire que il a entendu le mot d'Arfin Babour à la télé, il sait que tout le monde en parle, donc il sait que son audience va vouloir avoir un podcast dessus, donc il le fait. Évidemment, il fait pas du tout avancer le schmilblick, il s'amuse avec le nom d'Arfin Babour, il fait son montage. C'est même un petit peu limite quand il parle des hamburgers en disant ouais c'est scandaleux. Mais bon, encore une fois, il faut pardonner ces gens qui s'adressent à des enfants, mais ils ont une vraie audience, donc ils ont une vraie responsabilité. Franchement, c'est la moindre des choses. Merci quoi. Et pour compléter ce spectre des réactions, il nous paraissait important de reprendre le personnage de BHL, qui est celui vraiment qui va s'approprier médiatiquement une crise, enfin qui va essayer du moins, parce que je pense que plus beaucoup de gens sont dupes, mais qui va se poser comme le vrai sauveur, celui qui est sur place, celui qui connaît le problème, celui qui a identifié, qui connaît le président. Et donc ça c'était vraiment très drôle à tourner, très exagéré, mais beaucoup moins exagéré que l'original, parce que quand on regarde le travail de Bernard-Henri Lévy, c'est beaucoup plus exagéré que ça, et c'est ça qui nous faisait beaucoup rire aussi. Mais c'était important de parler de lui sur l'échiquier des réactions médiatiques vraiment autour du Darfim Babour. Avec la visibilité au Festival de Cannes, parce que Bernard-Henri Lévy a vraiment été sélectionné à Cannes avec un film dans ce style, qui parle aussi un petit peu de copinage, de visibilité, de pourquoi est-ce qu'on fait les choses vraiment. Le texte continue de défiler. Voilà une séquence qu'on a repris pratiquement telle quelle dans la bande dessinée, avec une actrice relativement mince. Gottlieb fait un truc génial dans la bande dessinée, c'est que il confronte le public et le privé, c'est-à-dire qu'il alterne les médias, enfin il parle d'abord des médias dans la première planche surtout, et après surtout il nous parle de comment on le vit dans le privé. Et ça c'est une idée très forte que je voulais à tout prix exploiter jusqu'au bout, c'est-à-dire de montrer, ok c'est une chose de voir les gens à la télévision, mais c'en est une autre de savoir comment ça se passe dans votre appartement le soir, à la machine à café avec des collègues, dans le lit le dimanche après-midi quand on se balade. C'est comment est-ce qu'on reçoit tout ce que les médias nous donnent. Et ça, ce mélange entre privé et public, on a essayé de le pousser au maximum. Et cette séquence avec le couple est importante parce que c'est la première séquence où en privé, il parle de Darfim Babour en rigolant, sans se concentrer là-dessus. Nous, on pense qu'elle est révoltée à cause du Darfim Babour. Non, elle est révoltée parce qu'il l'a accusée d'être maigre. Et elle, ça la fait pas rire du tout parce qu'elle considère qu'elle est mince. Donc, tout de suite, on sent qu'il y a déjà eu un petit décalage. Le stand-upper. Alors, on pouvait pas utiliser un personnage comme ça parce qu'il aurait été un peu ringard à notre époque. Donc, on a pris un vrai stand-upper, un jeune, qui est joué par Romain, qui est super. Et on lui a fait dire... on lui a fait commencer plus tôt sa réplique et vraiment il dit je voudrais faire une parenthèse pour parler de quelque chose de très sérieux machin. Et en fait il refait une vanne dessus. Donc voilà, on montre vraiment le chaud et froid, le cynisme qui s'insère dans tous les spectacles, toutes les couches de la société, et comment encore quelques-uns ne rigolent pas avec ça, mais d'autres en revanche considèrent que ça va, on peut en rire. Ça c'est une question très intéressante. Pourquoi est-ce que vous êtes avec un pote, pourquoi est-ce que lui il rigole d'un truc et vous riez pas? Ça c'est vraiment une question passionnante. Regardez cette case de Gottlieb, elle est vraiment extraordinaire. Impossible de filmer ça, hein. Les perspectives sont pas réalistes du tout, mais on voit vraiment encore une fois tout le génie, tout le détail des visages, des réactions des gens qui comprennent pas, qui sont trop vieux, ou des gens qui sont choqués, ou des gens qui trouvent ça de mauvais goût, ou d'autres qui trouvent ça très très drôle. C'est un peu limite. La phrase c'est un peu limite qui me plaît beaucoup. On retrouve Touche pas à mon poste, ou un mélange de différents talk shows, qui a un contenu vraiment vraiment odieux, surtout si on l'avait mis plus tôt dans le film, mais ça reste quand même peut-être odieux pour certains ici. C'est-à-dire que ce genre d'émission a ses propres codes, et quand on la regarde on doit s'attendre à voir ce genre de choses. Or, ça reste peut-être quand même ultra choquant et même tabou de jouer avec de la nourriture. Et la personne qui va incarner ça est une des chroniqueuses de l'émission. C'est ça qui est amusant, qui va réagir. On remarque, enfin, j'ai voulu mettre aussi au passage dans l'émission le responsable de SOS Darfim Babour, qui est venu dans cette émission. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui me fascine un peu, c'est que
je comprends pas pourquoi certaines personnes, parfois très respectables, vont chez Touche pas à mon poste, et ça me dépasse. Et en fait, c'est juste qu'ils y vont parce que c'est ça que les gens regardent, même si le contenu n'a rien à voir avec les valeurs qu'ils peuvent défendre. Donc lui, il vient et il sait, et il joue le jeu, il sait que c'est comme ça que ça marche, mais lui, son but, c'est certainement juste de donner de la visibilité à son association. Donc, pour revenir, voilà, aux œufs. Alors là, c'est vraiment le spectacle. Là, on est au cirque, il y a des spectateurs derrière qui rigolent, qui applaudissent, qui sont contents. Donc ça montre vraiment l'état de passivité totale des spectateurs. Parce que si on prend, par exemple, cette jeune fille, si elle avait été toute seule face à un mec qui lui fait « Hey, regarde, je m'éclate un œuf sur la tête », elle aurait jamais rigolé, certainement, à propos du Darfim Babour. Mais comme c'est la télévision, comme c'est un spectacle, et ben là, c'est possible d'en rire. La chroniqueuse ne s'amuse pas du tout. Alors, évidemment, en retour, elle se prend un œuf sur la gueule. La question, c'est est-ce que c'était mis en scène? Est-ce qu'elle a fait semblant d'être offusquée pour qu'elle lui lance un œuf? On ne sait jamais, c'est la télévision, mais en tout cas, ça fait une bonne séquence pour le zapping. Le zapping, émission très très ambiguë, puisque le zapping se propose de nous montrer, je ne sais plus quelle est l'expression exacte qu'ils emploient, mais de refléter la télévision. Donc j'imagine avec objectivité. Or, le zapping est devenu tellement célèbre que beaucoup de gens aimeraient passer au zapping. Et donc parfois, beaucoup de gens de la télé modifient leur comportement pour passer au zapping. Et donc, comment être à la fois juge et arbitre, c'est-à-dire comment rester neutre quand on influe soi-même sur le contenu qu'on veut montrer objectivement. Et c'est là toute l'ambiguïté du zapping, qui est une émission intéressante, mais qui nous renvoie à toutes ces émissions qui sont des espèces de débriefs d'émissions qui débriefent d'autres émissions qui débriefent d'autres émissions. Et il y a un moment, ça rend fou, c'est l'escalade du débrief et de montrer. Encore une fois, le personnage. Alors là, juste petit trick narratif, c'est-à-dire qu'en une seule case, il passe dans sa bulle de quelque chose d'assez sérieux. Ok, on va le mettre en page 6, politique étrangère, à quelque chose de plus trivial, il fait une blague. Donc ça, comment on l'a rendu le personnage? Tout simplement, on a fait 2 valeurs de plan, une où serré sur lui, et dès qu'il se met à sourire, on agrandit le plan, on le met plus large pour montrer qu'il est détaché de cette question du Darfim Babour. Ils l'ont mangé. Voilà, il rigole. Et on arrive sur cette séquence. Alors, Gottlieb dessine une case très intéressante dans la bande dessinée, où on voit un père de famille faire une blague et faire rire sa femme, ses enfants, son beau-frère, en disant c'est un petit biafro-galistanais qui repeint son plafond, et alors? Donc ça veut dire quoi cette case? Moi je la prends comme ça veut dire qu'on peut faire des blagues avec, mais c'est grave ou c'est intéressant puisque c'est dans le cas d'une famille, et donc c'est le père qui dit ça à ses enfants. Et moi ça m'intéresse, cette question d'autorité des parents qui font des blagues à leurs enfants. Donc là c'est quand même ultra cynique, puisqu'ils font une blague sur le Biafra, comme si on faisait une blague sur la Somalie. C'est comme s'ils cassaient une barrière, parce que les enfants, ils écoutent tout, ils retiennent tout, hein. On leur dit tu peux faire des blagues là-dessus, ils vont faire des blagues là-dessus, et ils vont grandir en se disant bah, le cynisme, moi c'est possible. Et c'est la question de l'éducation au cynisme en fait, puisque moi j'ai voulu illustrer ça en mettant cette famille-là un peu plus tôt dans le film. Donc c'est la famille qu'on retrouve qui tient les panneaux je suis Darfim Babour dans la rue, mais je voulais montrer qu'ils peuvent passer du moment très très investi juste après la crise à peut-être 6 mois, 1 an plus tard, faire des blagues dessus lors d'un jeu de Time's Up en famille. Donc ils font deviner Barack Obama, et ensuite Darfim Babour, comme quoi ce sont devenus 2 références populaires, culturelles, et voilà, on est vraiment totalement détaché du propos initial, qui fait qu'il y a des enfants qui meurent de faim, et peut-être même encore maintenant, alors qu'ils passent un bon moment autour du Darfim Babour. À noter que Mathieu a la même position que le podcasteur Guillaume, parce qu'il a peut-être vu le podcast, et donc il limite de la même façon. Donc c'est aussi un petit truc pour vraiment relier chaque séquence, les séquences les unes entre les autres. Une case au buffet. Donc l'expression on danse devant le buffet, ça veut dire mourir de faim, avoir très très faim. Dans la bande dessinée, c'est ça. Nous, on n'a pas gardé cette expression. Mais je me suis dit que c'était intéressant de montrer... bon, c'est encore un élément de plus qui montre qu'on peut parler du Darfim Babour et quand même s'en foutre complètement, dans un endroit particulièrement opulent, des gens riches qui mangent des choses. Il fait une petite blague sur le Darfim Babour et il se jette sur la bouffe. Donc ça, c'était important pour moi qu'il mange, un peu comme les techniciens qui parlaient tout à l'heure de à quelle heure on mange. Et en revanche, ils sont pas du tout impliqués sur le Darfim Babour, mais ils parlent du fait que Quick a été racheté par KFC, et là, ça les choque vraiment,
c'est l'information qui va les toucher eux. Donc c'est aussi pour dire, on peut nous bassiner avec des trucs qui se passent à l'autre bout du monde, mais si votre lacet de chaussure il se défait, bah c'est le truc le plus important dans votre vie. Donc vous allez refaire votre lacet. Et là c'est pareil, pour eux, le fait que Quick disparaisse, ça les touche beaucoup plus que le fait que des mecs meurent de faim à l'autre bout du monde. Et quelque part c'est normal. Enfin c'est humain, pardon. Alors ce présentateur arrive plutôt dans la BD beaucoup plus tôt. Là c'est vraiment la fin du film. Et il représente le fait que les médias commencent à relayer l'information tranquillement au second plan, voire au troisième, après le tiercé. Le nom Radio Plus est un clin d'œil au film Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil de Jean-Yann sur la radio, qui déjà dans les années 70 se posait la question de la médiatisation, etc. Jean-Yann, grosse influence également. Et on retrouve notre personnage du début qui officiellement en a marre de ce spectacle. On imagine que tous les matins depuis 6 mois, quand il va à la Défense, aux informations, il n'entend pas les d'Arfim Babour. Et là il en a vraiment marre, donc il change la radio et il signe la fin du show. Parce que quand les spectateurs décident d'arrêter d'écouter une information, c'est la loi de l'audience, les médias arrêtent d'en parler évidemment. Donc ils zappent la radio, mais ils tombent sur la chanson d'Arfim Babour. Et ça, en revanche, ça ne le dérange pas du tout, ça l'amuse même. Donc ça montre vraiment cette séquence. Je voulais montrer que la chanson est détachée totalement de la crise au d'Arfim Babour. Et que ça ne le dérange pas. D'ailleurs, il va l'écouter, ça le fait danser. Et si dans la bande dessinée, Gottlieb nous montre un couple en train de danser sur la chanson chez lui, moi, je voulais vraiment que ça aille dans tous les sens, que ça pète, que les gens se retrouvent ensemble, qu'il y ait une communion totale. Et donc, on a filmé ça dans un mariage et les gens dansent sur d'Arfim Babour. C'est d'ailleurs un phénomène qu'on a déjà pu observer en vrai. Par exemple, il y a une chanson de Gold qui s'appelle Un peu plus près des étoiles, qui fait un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent. Voilà. Et cette chanson, on la chante, on la fredonne le matin quand on est de bonne humeur. On peut la mettre en soirée parfois ou un moment romantique. Cette chanson, elle parle de quoi? Elle parle des boat people. Elle parle des Vietnamiens qui partaient sur des bateaux surchargés, qui parfois mouraient dans la mer là-bas. Et pourtant, ça ne nous empêche pas de la chanter. Et donc, ça veut dire que effectivement, c'est une réalité que certaines chansons restent des décennies après complètement coupées du message dont elles parlaient au début. Et c'est pour illustrer ce phénomène que vraiment, on a insisté lourdement et que je voulais qu'il y ait des masses entières de gens qui dansent, ivres, et qui chantent sur cette chanson. Chanson très ambiguë au passage, puisque les paroles du refrain, c'est comme une chanson d'amour. Je peux pas dormir sans penser à toi. Je veux pas sourire si tu souris pas. Tu m'as appris ce qu'est l'amour. Voilà, on remplace d'Arfim Babour par n'importe quel prénom et ça fait une chanson d'amour. Donc c'est cette ambiguïté qui était intéressante à illustrer. Une deuxième séquence Facebook, puisqu'il y a bien un moment quand on a changé sa photo de profil où on la rechange en autre chose, sauf que le problème avec Facebook, c'est que ces choses-là sont visibles. Et si, par exemple, dans votre tête, vous êtes concerné par une cause et puis un jour moins, tout le monde ne le voit pas forcément ou vous ne le voyez pas chez les autres et donc vous pouvez faire votre cheminement personnel un peu tout seul. Sur les réseaux sociaux, ces choses-là sont visibles, sont incarnées, sont binaires, quoi. Et donc très très peu humaines finalement. Et enfin, on retrouve... notre ami dessinateur, écrivain, toujours en train de pleurer, toujours habillé pareil, qui a vendu 1 million d'exemplaires. Donc pareil, voilà. Là, j'ai demandé au comédien d'être un peu plus sûr de lui, un peu moins fatigué. On imagine qu'il a pris de l'assurance, qu'il a vendu des livres. Le livre s'appelle Le drame népalistanais en hommage au Népal, un autre pays qui a connu une crise terrible et dont on a beaucoup parlé, puis d'un coup plus du tout. Alors là, on va arriver dans la fin du film, vraiment la conclusion. Contrairement à une bande dessinée où on peut lire à son rythme, le lecteur maîtrise le temps, il peut passer d'une case à l'autre très doucement ou au contraire balayer comme ça et puis d'un coup revenir en arrière et faire comme il veut en fait. Le film suit sa timeline et le temps du film est toujours fixe. On est dépendant de la durée du film. C'est-à-dire que face à un film, on est forcément passif. Donc on doit beaucoup plus mener le spectateur par la main et beaucoup plus faire attention au rythme qu'on va donner à chaque séquence, à l'enchaînement de chaque séquence. C'est pour ça, je raconte ça, parce que la fin du film est toujours très importante, puisqu'en général, on essaie de la faire finir en apothéose, ou en tout cas dans quelque chose de très symbolique, qui vient comme conclure, apporter une lumière nouvelle sur tout ce qu'on a vu. Et c'est ça que j'ai cherché, et finalement que j'ai trouvé avec le mélange entre l'enchaînement du regard caméra de l'écrivain, puis du texte, puis de l'enfant, et de la musique surtout par-dessus, juste au moment du générique. Donc on va regarder ça.
Mais nos amis sont toujours aussi concernés qu'avant, toujours le même regard caméra, le texte qui disparaît et l'apparition de l'enfant. Voilà. Alors, à gauche, c'est la même case, c'est la dernière case de la bande dessinée et c'est le même enfant que sur la première case de la bande dessinée. Et on retrouve le petit personnage que Gottlieb crée qui est toujours en bas de chacune de ces cases, qui est serein, tranquille et qui vit sa vie sans problème alors que l'enfant continue à mourir de faim a priori. Je voulais surtout pas montrer le même enfant au début et à la fin du film parce que dans le film, ça aurait voulu dire que rien n'a changé et que personne ne s'est occupé de cet enfant. Ce qui est faux puisque beaucoup de gens prennent soin des populations en détresse et qu'il y a beaucoup de gens qui agissent, donc peut-être que cet enfant a été soigné. Et d'ailleurs, l'enfant qu'on voit là n'est pas un enfant qui semble être en train de mourir, donc il est maigre certes, mais il a un bracelet au bras, il a l'air de se tenir debout, donc peut-être qu'il a été pris en charge par une ONG ou par des gens, je ne sais pas. En revanche, ce qui m'intéressait dans le regard que fait l'enfant dans la bande dessinée, c'était qu'il regardait le spectateur. Et ce regard, il m'a paru, moi je l'ai interprété comme un regard de, peut-être à la fois de culpabilité passive, puisqu'il ne semble pas accusé, mais le fait qu'il nous regarde, on se sent coupable. Et ce qui était très bien avec ce regard d'enfant qu'on a trouvé, c'est que il nous regarde comme s'il regardait un spectacle sans comprendre de quoi il s'agissait, sans comprendre les codes, en disant mais c'est quoi, touche pas à mon poste, c'est quoi BHL, qu'est-ce que vous faites, je comprends pas. Et c'est ça qui me plaisait beaucoup dans ce regard. Là, il est en plus aveuglé par le soleil, donc il plisse vraiment les yeux, il est aveuglé par un truc énorme. Et on a mis beaucoup de temps, on a cherché beaucoup d'enfants et celui-là était celui qui vraiment cristallisait le plus mes intentions pour ce regard d'enfant à la fin. Avec les paroles « Tes cadavres d'enfants me font sentir vivant » juste à ce moment-là, pour montrer qu'il n'a été que quelque part la cause de tout ça, mais aussi l'instrument de tout ça. Et on s'est tous servi de lui pour respirer, pour se dire ouais, je vais m'investir, je vais combattre, je vais gueuler, je vais me battre. Et voilà. Et donc tes cadavres d'enfants me font sentir vivant, c'est ça que ça veut dire, juste avant le générique de fin. Et l'enfant disparaît petit à petit en se demandant mais qu'est-ce qu'ils ont fait, j'ai joué quoi, j'ai joué quel rôle dans cette farce finalement. Il y a encore une séquence qui est celle des filles sur YouTube qui regardent la vidéo. Alors, bon, désolé pour le flou un peu, c'est au scanner, c'est pas hyper bien passé, mais bon, c'est Gottlieb dessine à l'époque deux garçons. C'est pas la fin, hein. Nous c'est la séquence de fin dans le film, mais lui c'est pas la fin de la bande dessinée, c'est un peu plus tôt. Deux garçons qui rigolent en disant hey, t'as lu la bande dessinée cette semaine sur le Biafro-Galistan, trop marrant. Voilà. Donc il fait une espèce de mise en abîme ultra cynique pour dire je sais que cette bande dessinée sur le Biafra ne va pas changer les choses et que je fais peut-être partie de tout ça. Et il a raison puisque 40 ans après, les choses n'ont pas changé, se sont largement amplifiées. Il y a peut-être eu des améliorations dans les gestions humanitaires des choses, je sais pas. Mais cet emballement médiatique a été amplifié vraiment énormément et donne complètement raison à cette mise en abîme de Gottlieb. Donc moi ce que je voulais c'était l'actualiser, donc encore une fois c'est une vidéo donc c'est vu sur YouTube et c'était aussi de dire alors là elles rigolent beaucoup moins, elles ont une attitude très sérieuse, on a pris conscience d'un truc, c'est chaud et tout, ce qui est drôle puisqu'on a beaucoup de gens qui ont eu cette réaction, qui nous ont dit ah c'est marrant, je me suis complètement identifié aux filles à la fin, je pensais c'est chaud etc. En même temps elles sont chez elles sur leur canapé, Marilyn Monroe derrière elle et qui sait ce qu'elles vont regarder ensuite sur internet et j'en ai passé à autre chose. Mais c'était vraiment important pour Ebim de dire on sait qu'en faisant cette vidéo on fait partie du système, on n'est pas au-dessus, on n'est pas moralisateur, on est juste dedans et on essaye comme tout le monde de comprendre ce qui se passe. Et ça fait réfléchir. Voilà pour le générique final, donc avec le clip officiel. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous et que vous avez un peu mieux compris le cheminement artistique, intellectuel, qui va passer de la bande dessinée au film pour vraiment arriver à un film, un objet cinématographique complètement indépendant et intègre en tout cas. Alors quelques mots sur la sémantique. On a pu lire dans certains commentaires que certains reconnaissaient Gottlieb et donc étaient ravis qu'on fasse une adaptation de Gottlieb puisque c'est un auteur qu'ils adorent et donc tant mieux, super. D'autres qui au contraire parlaient de plagiat. Alors juste un petit mot, plagiat, c'est pas du plagiat. Un plagiat c'est quand on ne cite pas la personne et qu'on reprend son œuvre en se l'appropriant sans la citer. Or on cite Gottlieb dans le générique évidemment. Ensuite la différence entre adaptation et inspiration est très ténue puisque
on n'a pas vraiment adapté la bande dessinée. On a changé tellement de choses que si jamais on avait marqué adaptation de Gottlieb, on aurait pu nous reprocher, bah non, vous avez changé tellement de trucs, vous vous servez du nom de Gottlieb pour faire connaître votre vidéo, mais vous avez changé trop de trucs, vous avez travesti l'original. Donc le mot librement inspiré nous paraissait beaucoup plus approprié, c'est ce qu'on a mis dans le générique, à notre travail et à la distance qu'on avait pris avec la bande dessinée. On a d'ailleurs appelé Dargo, évidemment, on s'est renseigné sur les droits au cas où quand même. Dargo nous a dit, l'éditeur, laissez tomber, Gottlieb ne donne aucun droit de ses œuvres à personne pour les adapter en film, il y croit pas, il veut pas faire ça. Donc c'est ce que j'avais lu par ailleurs d'ailleurs. Donc on s'est dit, bon bah, il va nous refuser les droits si on lui demande, donc bah allons-y quand même. On estime qu'on a suffisamment pris d'indépendance avec la bande dessinée, qui reste une inspiration très très forte, vous l'avez constaté, du film, mais bon, allons-y quand même. Si on doit se retrouver dans un tribunal, et on verra ce que la justice décide, mais en tout cas, dans le cadre de cette vidéo qui n'est pas monétisée, qui se retrouve sur YouTube, qui est aussi une forme d'hommage pour ceux qui connaissent et qui parle d'un sujet qui me semble important aujourd'hui, on trouvait ça totalement légitime de partir dans cette aventure. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à m'écouter que moi à vous parler. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez, puisqu'après tout, si on fait de la vidéo, des créations, des choses comme ça, c'est aussi pour créer le débat et la réflexion. Donc rendez-vous dans les commentaires de la vidéo pour en discuter. Et puis rendez-vous bientôt pour d'autres vidéos sur le Darfin Babour, mais pas que. Allez, bisous. C'est un bon début, mais ce n'est pas fini. Chaque jour, des centaines d'enfants meurent de faim. Waouh, ok. T'as vu la crise humanitaire qui se passe en ce moment? À moins que tu vives sur la Lune, t'as pas pu la louper. T'allumes la télé, y'a que ça.